Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si vous m'écoutez là. Bien, ok, ça marche. En fait, les voies aériennes inférieures sont en fait définies par leur taille. Ce sont les voies aériennes qui ont un diamètre inférieur à 2 mm. Ils démarrent à peu près donc à partir de la huitième génération. Donc ils vont en fait ce sont en fait des voies qui ont un diamètre inférieur à 2 mm. Finalement, en fait, ça commence en fait à partir de la 8e génération. Ça va évidemment englober ces voies aériennes jusqu'à la bronchiole terminale au niveau de la 15e et tous les constituants des voies aériennes situées au niveau de la sinus, donc à savoir les bronchioles respiratoires, les canaux et les sacs alvéolaires. Les petites voies aériennes ont une structure histologique qui est assez différente des grosses branches. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cartilage, il n'y a pas de glande. La musculeuse est plus épaisse qu'au niveau des grosses branches. Alors que l'épithélium est moins épais, cet épithélium qui est pseudostratifié au niveau des voies aériennes proximales devient cylindrique simple avec des cellules à mucus plus rares, des cellules ciliées qui alternent avec des cellules à Clara et quelques cellules endocriniennes. Alors, il n'y a pas de cartilage et c'est ce qui fait un peu la vulnérabilité de ces petites voies aériennes qui peuvent se fermer assez rapidement. Alors, il n'y a pas de cartilage, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi moins d'innervation. Vous savez que l'innervation, elle est plus dense au niveau des voies aériennes plutôt proximales. Et par conséquent, le muscle bronchique au niveau des petites voies aériennes est moins contrôlé par le système nerveux autonome. Alors, importance du surfactant pour maintenir les voies aériennes en position, en situation donc ouverte, et ils ont aussi un petit diamètre. Évidemment, tout ceci fait que lorsque vous avez une contraction du musculus bronchique, ceci va entraîner une diminution du diamètre des voies aériennes, des petites voies aériennes, qui ne sera pas en fait bien contrôlée par le système nerveux. Il y a aussi un effet important de la variation du volume, du volume pulmonaire, et il y a une influence importante de la variation de la pression pleurale. Alors, les grosses branches, vous avez le cartilage, elles peuvent en fait, elles peuvent à la limite supporter tous les facteurs qui vont avoir tendance à réduire leur lumière. Ceci n'est pas le cas pour les petites voies aériennes. Alors, dans des situations en fait pathologiques, alors si vous avez une infiltration par des cellules inflammatoires, une hyperplasie du musculus bronchique, fibrose, lésions de remodelage, les pertes aussi des attaches élastiques, bref, toutes ces anomalies qu'on peut voir essentiellement dans l'asthme et dans la BPCO, et bien ceci va entraîner quoi? Alors, qu'est-ce que ça entraîne? Ça ne marche pas. Ça va entraîner une obstruction des petites voies aériennes. Et lorsqu'on parle d'obstruction, ça veut dire qu'il va y avoir une fermeture précoce des petites voies aériennes au cours de l'expiration. Il va y avoir aussi un phénomène de piégeage de l'air en fin d'expiration. Quelle est la participation des petites voies aériennes au niveau des résistances des voies aériennes? Vous savez que la résistance au niveau des voies aériennes, elle dépend de quoi? Elle dépend de la longueur des voies aériennes, de la viscosité, ce sont des facteurs qui sont finalement constants, mais ça dépend surtout de 1 sur le rayon à la puissance 4. Donc la plus petite variation du rayon des voies aériennes va entraîner une augmentation importante des résistances. Et si on applique cette loi, si le rayon est divisé par 2, la résistance sera multipliée par 16. Or, dans la vie réelle, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on a montré que lorsqu'on réduit le diamètre des voies aériennes, on diminue le rayon, on le met à 25%, et bien ceci entraîne une multiplication de résistance par 4. Donc on n'a pas du tout le même chiffre qu'on peut supposer sur le plan théorique. Et c'est pour cette raison qu'au niveau des voies aériennes, les petites voies aériennes ne représentent que 10% seulement des résistances de toutes les voies aériennes. Et finalement, c'est une zone plus ou moins silencieuse au niveau des voies, au niveau des branches. Pourquoi
parce que, en fait, c'est vrai que le rayon des petites voies aériennes est plus petit que les voies aériennes plus grosses, mais le nombre très important de ces petites voies aériennes diminue cette résistance, et c'est ce qui fait que finalement la résistance est moins importante au niveau des petites branches. Alors, l'atteinte des petites voies aériennes, c'est la pierre angulaire de la BPCO, bien sûr. Alors, on sait très bien qu'au niveau des petites branches, on va trouver une diminution de la lumière bronchique, il y a un dépôt de cellules inflammatoires, il y a aussi une musculeuse qui est plus large, de la fibrose, une perte des attaches, et ces phénomènes inflammatoires sont bien corrélés avec la sévérité de la BPCO. La deuxième maladie, c'est l'asthme, et pendant de très longues années, on disait que l'asthme est localisé plutôt au niveau des moyennes et des grosses branches. Or, on sait aujourd'hui qu'au niveau des petites branches, on a pratiquement les mêmes lésions qu'on observe dans les grosses branches en rapport avec la maladie asthmatique, que ce soit les phénomènes inflammatoires, l'hyperplasie du musculus bronchique, mais aussi les phénomènes de remodelage. Il semble que l'inflammation dans l'asthme soit un peu différente de l'inflammation de l'asthme dans les grosses branches est différente de l'inflammation au niveau des petites branches. Et vous voyez que si on voit un peu la paroi bronchique, vous avez ici, on voit l'épithélium, on voit le muscle, et on voit qu'au niveau de la sous-muqueuse, on peut distinguer dans la sous-muqueuse deux régions entre le muscle et l'épithélium, et entre le muscle et la périphérie. Alors, on se rend compte qu'au niveau des grosses branches, les phénomènes inflammatoires sont situés entre le muscle et l'épithélium, donc ils sont plus proches de la lumière. Alors on voit le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'au niveau des petites voies aériennes, l'inflammation est plutôt elle est à l'extérieur des muscles. Donc est-ce qu'on parle de la même inflammation dans les deux localisations? On trouve la même chose concernant le remodelage bronchique. Vous voyez cette étude qui a étudié la déposition du collagène donc total, le collagène 3 et puis l'alpha-actine, qui sont des éléments importants dans le remodelage. Et si on compare entre les petites branches et les grosses branches, on voit que la différence n'est pas significative entre les voies aériennes périphériques et les voies centrales. Donc finalement, au niveau des petites branches, il y a une hyperréactivité, il y a de l'inflammation, il y a le remodelage, comme au niveau des grosses branches. Alors, en dehors de l'asthme et de la BPCO, il y a plusieurs autres maladies dans lesquelles on peut observer une bronchiolite. Alors, on peut parler de toutes les formes en fait de bronchiolite. Les pneumopathies interstitielles ayant une prédominance, une atteinte prédominante donc au niveau des bronchioles, telles que la pneumopathie d'hypersensibilité, telles que la boupe, mais aussi les autres maladies bronchiques autres que l'asthme et la BPCO, telles que les bronchectasies ou la mucoviscidose. Alors, comment on peut explorer les petites voies aériennes? Le chemin le plus court consiste à faire introduire par le fibroscope un micro-cathéter qu'on va introduire jusqu'au fond, là où on peut. Dans cette étude, on est allé jusqu'à des branches ayant un diamètre de 3 mm, et on va mesurer la résistance au fond de ces branches. Vous voyez, dans cette étude-là, on a pris 5 sujets normaux, 7 plus 8, ça fait en fait 15 BPCO, et 20 asthmatiques, 10 sans TVO et 10 avec troubles ventilatoires obstructifs. Alors, vous avez en blanc les résistances, les résistances globales, les résistances des grosses branches et les résistances des petites branches. Vous voyez que pour les asthmatiques qui n'ont pas un trouble ventilatoire obstructif, on a à peu près les mêmes valeurs, alors que les asthmatiques qui ont un trouble ventilatoire obstructif et ceux qui ont une BPCO, on voit une augmentation des deux résistances. On a même l'impression des fois que la résistance au niveau des petites voies aériennes sont plus importantes que les résistances au niveau des grosses branches. Alors, en utilisant cette même méthode, on peut étudier éventuellement la réponse à l'histamine au niveau des petites voies aériennes. Et dans cette étude, vous voyez que chez les sujets normaux, lorsqu'on injecte de l'histamine dans les petites voies aériennes, on n'a pas de changement des résistances, alors que chez les asthmatiques, il y a une augmentation des résistances. Cette augmentation on peut la contrecarrer en donnant un bronchodilatateur.
Donc en fin de compte, les petites branches se comportent comme les grosses branches. Il y a une hyperréactivité bronchique à ce niveau-là. On peut, avec l'histamine, on augmente la résistance, avec les bronchodilatateurs, on les diminue. Donc, il est évident que si on veut explorer les petites voies aériennes, on ne peut pas utiliser cette méthode. C'est une méthode assez invasive. Et le problème des petites voies aériennes, c'est qu'il y a une difficulté pour accéder directement à ces voies aériennes. C'est pour cette raison qu'on est obligé de recourir à des méthodes indirectes, des méthodes qui vont pas finalement explorer l'atteinte elle-même, mais qui vont explorer les conséquences de l'atteinte, c'est-à-dire l'obstruction qu'on peut avoir au niveau des petites voies. Alors, il y a aussi, plus récemment, l'introduction de plusieurs méthodes d'exploration fonctionnelle, de biologie et puis des méthodes donc d'imagerie qui ont amélioré nos connaissances sur ces atteintes. Alors, on va voir très rapidement toutes ces explorations assez brièvement. On va commencer par les explorations fonctionnelles respiratoires. Vous savez que pendant très longtemps, on disait que le moyen pour explorer les petites voies aériennes, c'est le DEA 2575. C'est le débit expiratoire moyen au niveau de la partie moyenne de l'expiration lorsqu'on fait une expiration forcée. Donc on utilise la même méthode qu'on fait pour le VMS, sauf qu'on va s'intéresser uniquement au niveau de la partie moyenne. Alors, on sait actuellement que ce moyen n'est pas bon. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas bon? D'abord parce que pour parler du DM 2575, il faut que la capacité vitale forcée soit normale. Il ne faut pas qu'il y ait un phénomène de piégeage de l'air, parce qu'avec le piégeage, on va avoir une plus petite capacité, et à ce moment-là, le point DM25 et le point DM75 ne sera plus au même endroit. Le deuxième problème, c'est qu'il y a une grande variation en fonction de l'âge des valeurs normales. Vous voyez que le DM 2575, à l'âge de 20 ans, la valeur normale peut être à peu près de 67 à peu près, et à l'âge de 70 ans, elle est inférieure à 30%. Donc finalement, c'est un moyen qui n'est pas très fiable pour explorer les petites voies aériennes. Le deuxième moyen, c'est la courbe débit-volume. Et on sait très bien qu'en voyant la courbe des volumes chez un malade obstructif, vous avez une diminution de débit expiratoire de pointe et vous avez un aspect creusé de la partie descendante. Alors, à ce niveau-là, nous avons un trouble obstructif, mais dans la maladie des petites voies aériennes, on n'a que l'aspect un peu concave de la partie descendante. Donc, c'est une diminution du DM 25% et du DM 50%, et qui constitue un moyen simple pour mettre en évidence l'atteinte des petites voies aériennes, même si, avec cette forme-là, on peut l'avoir avec un VMS normal et un rapport de Tifno normal. Le deuxième moyen, c'est l'évaluation, c'est la variation entre la capacité vitale lente et la capacité vitale forcée. Vous savez que la capacité vitale lente, c'est une capacité, comme son nom l'indique, elle est mesurée d'une manière lente. Le sujet va inspirer lentement, il arrive jusqu'à 100% de sa capacité vitale, puis il va expirer, évidemment jusqu'au bout, il prend son temps. Alors que la capacité vitale forcée, elle est mesurée au cours d'une expiration forcée. Le sujet va souffler vite, fort et jusqu'au bout. À l'état physiologique, ces deux capacités sont à peu près équivalentes. C'est-à-dire que lorsque vous avez une capacité vitale lente de 3 litres, la forcée sera de 2 litres 950. Alors, et c'est ce qui fait que la différence entre les deux, elle n'est pas très importante. Avec les phénomènes de piégeage de l'air, la capacité vitale forcée peut être beaucoup plus faible, et c'est à ce moment-là qu'on va avoir un rapport entre les deux qui sera diminué, et c'est un bon moyen pour mettre en évidence ce phénomène de piégeage. Alors, un autre moyen, c'est l'évaluation du volume résiduel et du rapport VR sur CPT. Vous savez aussi qu'à l'état physiologique, le volume résiduel correspond à peu près à la moitié de la capacité vitale. C'est ce qui fait que le rapport VR sur CPT est à peu près à 30%. Alors, avec l'obstruction des voies aériennes, on va avoir une augmentation du volume résiduel qui, dans un premier temps, il va plus ou moins grignoter sur la capacité vitale. Et lorsque le phénomène devient très important, là, on va avoir une augmentation de la CPT et une augmentation du rapport VR sur la CPT. Et c'est un excellent moyen aussi pour mettre en évidence ce phénomène de piégeage. Vous voyez, en ce qui concerne l'asthme, on sait aujourd'hui que le phénotype asthme sévère, c'est un phénotype qui se caractérise par une atteinte, une obstruction des petites voies aériennes. Et vous voyez sur cette étude, on a mesuré le rapport donc du volume résiduel sur la CPT
dans un groupe de sujets qui ont un asthme contrôlé et les autres qui ont un asthme sévère. Vous voyez que la différence est significative. Les asthmes sévères ont un rapport plus important, donc ils ont plus de piégeage. Alors sur cette étude-là, on étudiait la même chose, le rapport donc volume résiduel sur la CPT en fonction du rapport VMS sur la capacité vitale forcée. Alors vous voyez, chez les sujets qui ont un asthme qui n'est pas sévère, même lorsque le rapport diminue, lorsque le malade devient très obstructif, on garde toujours un rapport normal. Alors que ceux qui ont un asthme sévère, plus le rapport sera plus faible, plus le rapport VMS sur capacité vitale sera faible, plus on va avoir une distension et augmentation du rapport du volume résiduel sur la CPT. On observe aussi la même chose avec la capacité vitale forcée. Chez les malades qui ont un asthme sévère, on a tendance à avoir une diminution de la capacité vitale forcée chez les patients qui ont un asthme sévère, qui traduit encore une fois une atteinte des petites voies aériennes. Le deuxième moyen pour évaluer les petites voies aériennes, c'est la mesure du volume de fermeture. Alors, la mesure c'est une méthode qui n'est pas très compliquée en fait. À quoi ça consiste? Eh bien, on va prendre un sujet qui va faire une expiration forcée, il expire jusqu'au bout, il est au volume résiduel, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une seule inhalation, une seule fois, de l'oxygène pur. Donc il fait une seule inhalation de l'oxygène pur. Donc il va inhaler une fois donc, toute la capacité vitale en oxygène pur. Alors après, il va souffler, il va faire une expiration et on va suivre au cours de cette expiration la concentration d'azote. Donc lui, il a inhalé de l'oxygène pur, mais il avait de l'azote évidemment dans les alvéoles avant de faire cette inspiration. Alors on se rend compte qu'au début, on a une concentration nulle parce que le sujet va commencer par expirer l'air qu'il vient d'inspirer, qui est de l'oxygène. Après, il va plus ou moins rincer le volume de l'espace mort, c'est-à-dire les voies aériennes. Et il arrive un moment où on va voir une sorte de plateau, c'est-à-dire que lorsque l'air qui sort vient de toutes les régions des poumons, du sommet, de la base et de la région moyenne. Alors, au moment où il ne reste plus qu'à peu près 10%, on se rend compte que la concentration augmente de nouveau. En fait, lorsqu'on a ce phénomène-là, ce phénomène est observé lorsque les petites branches au niveau des bases se ferment. Pourquoi est-ce qu'elles se ferment? Parce qu'à la fin de l'expiration, la pression pleurale au niveau des bases, elle est moins négative, elle devient même positive. Lorsqu'elle est positive, elle va fermer les petites branches. Et du coup, l'air qui va sortir va venir exclusivement des zones hautes, pas des zones basses. Étant donné que la ventilation au niveau des sommets est meilleure que la ventilation au niveau des bases est meilleure que la ventilation au niveau des sommets, lorsqu'il a inhalé de l'oxygène pur, cet oxygène est allé plus au niveau des bases qu'au niveau des sommets. Et donc lorsqu'on ferme en bas, on ne reçoit que des régions hautes, ces régions qui n'ont pas pris beaucoup d'oxygène, et donc où il y a plus finalement d'azote. Bon, je sais que c'est assez compliqué, mais je n'ai pas le temps pour mieux expliquer. Donc le volume de fermeture, c'est le volume à partir duquel les petites branches au niveau des bases commencent à se fermer, et on peut mesurer aussi la capacité de fermeture, qui n'est autre que le volume de fermeture plus le volume résiduel. Bien. Chez les malades obstructifs qui ont une atteinte des petites voies aériennes, en fait, ce qu'on va voir, c'est quoi? On va avoir une fermeture plus rapide des voies aériennes. Donc on va avoir une augmentation du volume de fermeture. Vous voyez que même cette phase 3 où on a un plateau, le plateau, on va avoir une courbe, une pente plus importante à cause de l'hétérogénéité finalement au niveau de toutes les régions du poumon, et qui font que qui sont synonymes de fermeture des petites voies aériennes. Alors pour illustrer cette étude, donc, qui a intéressé 15 asthmatiques stables et 13 qui ont un asthme difficile, vous voyez qu'il n'y a pas de différence avec le VMS ou avec la CPT, mais on voit une différence évidente avec le volume de fermeture et la capacité de fermeture. La compliance dynamique, c'est quoi la compliance? C'est l'étude des volumes en fonction des pressions. On applique une pression, on obtient un volume. Plus le volume obtenu est important, plus la compliance est meilleure. On peut mesurer la compliance statique et on peut mesurer la compliance dynamique. Et alors lorsqu'on fait la compliance dynamique et on augmente la fréquence respiratoire,
la compliance reste stable chez une personne normale. Alors que chez une personne qui a une obstruction des petites voies aériennes, vous voyez qu'elle va en fait diminuer avec la fréquence, c'est-à-dire que lorsqu'on augmente la fréquence, le sujet ne peut plus ventiler d'une manière normale du fait de cette fermeture des petites voies aériennes. Une autre méthode intéressante, c'est la mesure des résistances par oscillation forcée. C'est quoi cette méthode? Donc en fait, le sujet va respirer dans un circuit fermé et on va appliquer, au cours d'un cycle respiratoire normal, on va appliquer en fait, variation périodique des pressions. Cette variation entraîne une variation des débits respiratoires. Alors en fonction de cette variation, si on utilise une basse fréquence ou une forte haute fréquence, on peut distinguer les résistances au niveau des petites voies aériennes des résistances au niveau des voies aériennes hautes. Pourquoi? Parce que les pressions à haute fréquence vont être amorties au niveau des grosses branches. C'est une méthode qui est très intéressante, elle n'est pas très compliquée à faire, elle est disponible en Europe depuis au moins 25 ans, malheureusement nous on ne l'utilise pas beaucoup, mais elle est très intéressante. Vous voyez que là, dans cette étude-là, des sujets normaux, des sujets qui ont un asthme soit léger ou bien moyen, et c'est ceux qui ont un asthme sévère. Ceux qui ont un asthme sévère et ceux qui ont une BPCO ont des résistances qui sont augmentées. La mesure du NO exhalé. Alors, le NO exhalé, on parlera du NO alvéolaire, pas de l'NO. On ne parle pas de tout l'NO exhalé. L'NO qui provient des alvéoles, et on a actuellement des méthodes assez complexes pour le distinguer de tout le NO exhalé. Il y a une bonne corrélation entre le NO alvéolaire et l'inflammation éosinophile. Et vous voyez que sur cette étude-là, des sujets normaux, asthme léger ou modéré et asthme réfractaire. Dans l'asthme, l'asthme réfractaire, il y a une augmentation du NO alvéolaire qui traduit une inflammation plus importante. Alors, lorsqu'on donne chez ces patients qui ont un asthme réfractaire des corticoïdes par voie inhalée, ça ne donne rien. Par contre, si on leur donne un corticoïde par voie orale qui passe mieux au niveau des petites voies aériennes qui sont fermées, on peut diminuer les résistances, on peut diminuer l'inflammation à ce niveau-là. Alors, là aussi, c'est la même chose. Donc, vous avez les sujets normaux, asthme léger à moyen, l'asthme sévère et puis vous avez la BPCO. On a toujours dit que la BPCO, en fait, le NO n'est pas augmenté. C'est l'NO bronchique, pas le NO alvéolaire, mais le NO alvéolaire est augmenté aussi dans la BPCO. Vous voyez, dans cette étude-là, on a comparé le NO alvéolaire avec le NO bronchique. On ne trouve pas de différence pour le NO bronchique, mais on voit une différence au niveau du NO alvéolaire. Alors, je vais très rapidement terminer par les méthodes qui sont basées sur l'imagerie. Vous savez, actuellement, les radiologues sont en train de nous bouffer, parce qu'ils ont actuellement des méthodes très performantes pour explorer les petites voies aériennes. Alors, vous savez que les petites voies aériennes, on ne les voit pas sur une coupe scanographique, on ne les voit pas parce qu'elles sont toutes fines. Par contre, lorsque vous avez des branches qui sont plus ou moins épaissies avec une paroi assez épaisse, on peut faire une reconstitution en 3D et on peut mettre en évidence un peu cet épaississement. Mais l'élément le plus important en ce concernant l'imagerie, c'est ce qu'on appelle les images en mosaïque et les images de piégeage. En deux mots, c'est quoi? On fait des coupes de scanner en inspiration et en expiration. Alors, en inspiration, on ne le voit pas très bien sur la plaque. On voit une densité qui est finalement variable parce qu'il y a des endroits qui sont bien ventilés et des endroits qui sont moins ventilés. Et vous savez, dans les endroits qui sont moins ventilés, même la perfusion sera diminuée. C'est ce qui fait que ça va donner des images plus noires, en quelque sorte. Lorsque le sujet expire maintenant, on refait le scanner après, et là, le contraste devient évident. Vous avez des zones qui sont denses normalement et d'autres qui sont beaucoup moins denses. Alors, il semble qu'il y ait, vous voyez, là aussi, là c'est une coupe en expiration à l'état de base. On donne de la métacholine, on voit des zones de piégeage, on donne le salbutamol, on l'améliore. C'est quand même assez impressionnant lorsqu'on voit ces différentes images. Alors, les scores qu'on peut obtenir sont plus ou moins bien corrélés avec les données fonctionnelles. Vous voyez, là, vous avez des non-fumeurs, des fumeurs et des asthmatiques. Et l'aspect de perfusion en mosaïque,
voyez que la différence est bien significative chez les asthmatiques par rapport aux sujets normaux. Là encore, l'air, j'ai fini si je vous rappelle que nous avons commencé 5 minutes après. Bon, d'accord. Donc de toute façon, on voit aussi une différence significative de l'air trapnique. Bon. Je vais simplement finir par cette image qui est très belle. Alors c'est une nouvelle méthode qui s'appelle la cartographie de réponse paramétrique. Ne me demandez pas ce que cela veut dire, parce que je ne saurais pas vous répondre, mais c'est une méthode qui consiste à faire quoi? Qui consiste en fait à faire des coupes de scanner en inspiration et en expiration. Elle permet de distinguer les lésions d'emphysème des lésions de piégeage, parce que l'emphysème, il y a une destruction, le piégeage, il n'y a pas de destruction des espaces alvéolaires. Et vous voyez là, il s'agit d'un patient, les patients ABCD sont tous des malades qui sont fumeurs, qui ont une BPCO. Le premier, il est en vert. Il n'a pas de problème, il n'a ni emphysème, ni phénomène de piégeage. Le deuxième, il est plus sévère, il a un phénomène de piégeage, donc ça donne une couleur en jaune. Celui-là, il a des lésions d'emphysème, c'est rouge. Et celui-là, il a les deux, et l'emphysème et le phénomène de piégeage. Et c'est pour cette raison qu'on va voir les deux couleurs. Et il y a plein d'études avec cette méthode qui sont impressionnantes, des résultats qu'on peut avoir. En conclusion, voilà. Donc, il faut savoir que au niveau de l'exploration des petites voies aériennes, il n'y a pas de gold standard, en fait. Mais il faut insister sur la fiabilité de la courbe début-volume, du rapport CVF sur CVL, du volume résiduel et du rapport VR sur CPT. Intérêt de la mesure des résistances par oscillation, c'est une méthode qui est facile à faire, elle n'est pas compliquée, elle n'est pas coûteuse et qui est très intéressante. Et enfin, j'insiste bien sûr sur les progrès de l'imagerie. Et je vous remercie. Merci.